On passe ça. On rec direct. Fait que c'est parti, Marie? Yes. On est là. Dans le fond, bienvenue dans les studios Les Remarqués avec nul autre que... Ça mérite une introduction ici vraiment solide. Premièrement, pourquoi ça mérite une introduction solide? C'est que c'est quelqu'un que je connais depuis des années et que j'ai vu partir sa brand depuis tellement longtemps. Je me souviin que je l'ai croisé sur Tachereau, je pense sur Popeye, à Brossard au Tachereau. Puis il donnait des samples de sa compagnie. Et fast forward des années plus tard, une des compagnies qui a le plus de succès dans le domaine du supplément, et c'est pas n'importe quelle compagnie, on va en parler. C'est une compagnie qui est testée par un third party aussi. Donc, c'est une compagnie qui a les valeurs à la bonne place. Et non seulement ça, mais il a parti depuis maintenant quelques temps un podcast. Et j'ai l'honneur, et je suis tellement fier de dire que cette personne-là a parti ce podcast-là, et grâce au contenu qu'il donne et à l'intention qu'il a créée en commençant le podcast, c'est devenu le podcast numéro 2 le plus écouté au Québec, si je ne me trompe pas. Le podcast numéro 1 d'entrepreneurs sur Spotify. J'ai l'honneur, j'ai pas les mots pour vous dire que je suis entouré de Julien Aron de Believe. Comment ça va, Julien? Ce serait cool qu'à la place... Tu sais, mon réveil matin, c'est un genre d'affaire agressante. Ce serait cool que ce serait ça le matin, tu sais, tranquillement. Non, mais honnêtement, c'est une édification qui mérite toute l'édification du monde. Puis je suis vraiment content de t'avoir avec nous, Julien, aujourd'hui. C'est un honneur pour moi, comme je l'ai dit. Puis je veux commencer, j'aime ça commencer mes entrevues podcast. Puis on s'en est parlé hier, que c'est vraiment freestyle. J'ai parlé un peu de tes débuts. Je voudrais savoir un peu de tes débuts. Est-ce que, avant de nous parler de la compagnie, de où tu viens, puis non seulement d'où tu viens, mais est-ce que tu avais une fibre entrepreneur alentour de toi quand tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a mené vers ce monde-là dans tes débuts? Avant que je me lance là-dedans, je veux dire quelque chose. Je prends pas beaucoup d'entrevues parce que je manque de temps. Puis mon podcast, je suis déjà vraiment limite là-dedans. Puis la raison pourquoi je t'ai dit oui tout de suite, je te connais depuis un certain moment, mais aussi je me souviens, tu parlais qu'on s'avait vu à Brossard dans le temps, c'était chez Équilibre Performance. Équilibre Performance. Chez Alain puis Émilie. Et je me souviens qu'à ce moment-là, tu m'avais encouragé, puis j'avais fait une démo l'année d'après encore au Équilibre. Ils ont une espèce de vente, je me souviens plus à quel moment de l'année, puis j'étais encore là. Et t'étais venu encore, et t'avais encore acheté du bel livre, t'étais venu m'encourager. Fait que, j'ai la mémoire longue sur ces affaires-là, man. Fait que j'apprécie. Je suis encore client chez vous. J'apprécie. Vraiment. Fait que, ouais, non, si tu nous parles un peu avant de tomber dans le monde du supplément, puis tout ça, tu sais, Julien, il vient de où? Il a fait quoi avant? Qu'est-ce qui a mené tranquillement pas vite vers être entrepreneur avant? Dans le fond, tout le monde te connaît pas mal pour Believe plus le podcast, mais de où Julien vient avant? C'était quoi l'histoire de Julien avant ça? Moi, j'étais un petit gars de la Gaspésie, de Percé. J'ai grandi à Percé, dans le fin fond de la Gaspésie. Le village est fermé l'été. Fait que, tu sais, pas d'école privée, pas de sport-études, pas d'école trilingue, pas de... Tu sais, je veux dire, on n'a jamais vu ça, des Ferrari puis des Lambo, des Porsche, ça n'existe pas. Il n'y a même pas de concessionnaire anyway. Fait que c'est vraiment... ça serait vraiment une mauvaise idée d'avoir ça. Puis il y a personne n'a de l'argent pour ça. Fait que c'est une des régions avec le plus haut taux de chômage en Amérique du... Pas en Amérique du Nord, au Canada, excusez-moi. Et... je viens de là. C'est une magnifique place. C'est super et tout le monde se connaît. Fait que c'est ce genre d'endroit-là. On était 400 élèves à mon école secondaire pour te donner une idée. Wow. Personne n'a d'auto à 16 ans, 17 ans. Tu vois pas ça. Fait que j'ai jamais connu la richesse. J'ai jamais vu d'entrepreneurs autour de moi autres que des pêcheurs de crabes ou de homards. C'est ce que je voyais. Pour moi, c'était un peu ça, des entrepreneurs, ou encore dans le restaurant où je travaillais l'été parce que j'étais en restauration dès l'âge de 14 ans. Fait que je commençais à travailler très jeune, évidemment pour payer quelconque activité qu'on avait. Fait que tu sais, j'ai jamais eu la chance d'avoir la chance au niveau du sport, puis c'est quelque chose qui m'a toujours hanté un peu parce que j'ai toujours eu un talent très naturel dans tous les sports. Là, tu me faisais jouer à n'importe quoi. Encore aujourd'hui, j'ai jamais joué au golf de ma vie. Tu me mets un bâton dans les mains, puis je suis capable de swinger une balle quand même. Là, tu comprends? Fait que ça a tout le temps été naturel. Puis ça m'a toujours dérangé de jamais avoir eu cette chance-là d'avoir pu explorer cette avenue-là du sport, que ce soit le football ou le hockey ou le basket. Je sais qu'ici en ville, vous avez accès à plein d'affaires, puis vous avez les sports-études, puis les camps l'été, puis name it. Évidemment, je me regarde aujourd'hui, j'ai pas l'ossature d'un linebacker dans la NFL, évidemment. Là. Mais c'est quelque chose qui m'a suivi, puis j'ai découvert le gym en secondaire 5. Okay. Quand j'ai découvert le gym, je me suis rendu compte que tout le monde était sur un pied d'égalité dans le gym, puis c'est quelque chose qui s'achetait pas, qui se trichait pas. Que tes parents soient millionnaires ou que tu sois pauvre avec une mère monoparentale, ça change absolument rien parce que c'est ton effort, ta discipline qui va te permettre d'avoir des résultats. Fait que je me suis tourné vers ça, je suis tombé en amour avec ce principe-là, puis j'ai commencé à être all-in là-dedans, de fil en aiguille. C'est sûr que là, à ce moment-là, j'avais déménagé à Québec.
Et puis là, en aiguille, j'étais rendu vraiment en shape, man. Je me promenais, on se connaissait pas à cette époque-là, là, mais je travaillais dans les bars puis dans les restos à Québec. J'avais 21 ans, j'étais fendu bord en bord. Ma peau était épaisse comme un morceau de papier, c'était capoté. J'aurais pu embarquer sur un stage de bodybuilding avec 3 jours d'annonce, pas plus. Là, c'était capoté. Puis j'étais toujours en shape de même, mais sans but précis, sans objectif quelconque, outre que le plaisir de me défoncer puis de mettre toute mon énergie là-dedans. Puis un jour, il m'est arrivé quelque chose. Je travaillais à l'atelier à Québec, puis j'avais ouvert le restaurant avec l'équipe du Zibo, Jules Dallaire à l'époque. On avait tous transféré pour ouvrir l'atelier ensemble. Je ne sais pas si tu es déjà allé à l'atelier à Québec. Oui, là, c'est le restaurant. Hyper Pour ceux qui populaire. ne connaissent pas. Moi, je vissais des rackings de bar, puis je vissais des chaises, puis les tables. Puis tu sais, j'étais là avant l'ouverture. L'atelier, c'était ma gang qui ouvrait ce resto-là. Fait que j'ouvre l'atelier, je fais un bon bout là-bas, ça va super bien. Je suis chum avec tout le monde dans l'équipe, la clientèle même. Ton secondaire à ce moment-là? T'as quel âge à peu près? Ouais, j'ai 21 ans. Fait que j'ai lâché le cégep déjà à ce moment-là. J'ai fait 5 ans de cégep, pas de deck. J'ai skippé vite là-dessus. Pour ceux qui veulent vraiment tous les détails sur julienharoun.com ou encore sur mon podcast Journal d'un entrepreneur, vous pouvez avoir l'histoire complète en détail. C'est sûr, je te fais un accéléré. Là. Mais j'ai fait 5 ans de cégep, pas de deck. Fait que, tu sais, le genre d'étudiant qui fait des siestes pour aller au gym puis qui... Je prenais des semaines complètes, hors des semaines de spring break pour aller à Cancun puis à Miami. Là, anyway, je n'étais pas l'étudiant modèle. Tout ça pour dire que c'est tout ce que j'avais vraiment dans la vie, la restauration puis le gym à ce moment-là, sans objectif précis, sans but précis. J'ai pas de deck, j'ai pas de bac, mes chums sont à l'uni. C'était un peu un moment où je me sens perdu, mais au moins je m'accroche à ça, être en shape. Puis je commençais sur les médias sociaux. Puis un matin, je rentre à l'atelier. Puis mon boss me tape sur l'épaule, il dit « Il faut que je m'assieds avec toi 2 secondes. » Il m'aimait au bout, on avait une super bonne relation, j'avais une bonne relation avec tout le monde. On s'assoit, puis il me disait « Il faut vraiment que je te laisse aller parce que c'est toi ou la chef cuisinière. » Parce que moi et la chef cuisinière, on s'avait pogné le samedi soir d'avant sur une histoire qu'il y avait un de mes clients au 2e étage qui avait demandé que je mette des oignons dans son cheeseburger, puis elle avait refusé. C'était une nouvelle chef cuisinière, elle vient de commencer, c'était son 2e chiffre. On la salue. Moi, Puis d'ailleurs, elle restait là pendant 3 semaines. Elle dit « Moi, il n'y a personne qui touche à mon menu. S'il n'y a pas d'oignons dans le menu, dans le cheese, on n'en met pas. » Mais c'est un bar à tartare. T'as tous les condiments possibles dans un bar à tartare. Puis je les voyais devant moi, les oignons. J'étais comme, je comprends pas. Moi, je suis pro service à la clientèle. Là. Mon style de restauration, c'était comment ça va, mon chum? Comme, je suis un serveur friendly. J'allais pas te décortiquer un saumignon blanc. C'était pas ça que je faisais. J'étais un gars friendly. Fait on s'est pogné là-dessus. Puis finalement, ça a eu raison de moi. Fait que je me suis dit, si tu peux te planter à quelque chose que t'aimes pas vraiment, t'es aussi mal d'être all-in dans quelque chose que t'aimes puis prendre des chances. Parce que, anyway, ça se peut que tu te plantes. Puis, au moins, j'aimerais ça être en contrôle. Fait que ça a comme parti en moi, ce feu entrepreneurial-là. Puis, de où t'allais chercher, mettons, quand t'es... Je me replonge vite, Gaspésie, un milieu un peu plus... tu sais, dans ce temps-là, les médias sociaux non plus, c'était pas qu'est-ce que c'est en ce moment. Tu sais, les YouTube de ce monde, TikTok, Instagram, la motivation. Qu'est-ce qui t'a drivé vers... Ou est-ce qu'il y a des choses que tu te souviens quand t'étais jeune, t'étais comme, man, moi, un jour, je veux avoir une business ou je veux être successful ou faire un impact dans la vie des gens. Puis si oui, qu'est-ce qui t'a motivé ou qu'est-ce qui t'a incité à aller vers ça? Ça vient-tu peut-être de tes parents ou tu voyais, parce que YouTube, ça commençait, y a-tu quelqu'un quelque part que tu te souviens dans ton plus loin souvenir que tu t'es dit « Aïe, cette personne-là, c'est elle » ou il y avait le pêcheur de crabes du coin qui te donnait des leçons. Y a-tu quelque chose qui t'a inspiré plus jeune que tu es capable de pinpoint puis de dire « Aïe, moi ça m'a vraiment donné le go de partir ». Mon père est un immigrant, d'où mon nom de famille, Haroun. Ouais. Il a été brassé dans différentes familles. Ses parents se sont remariés quand il était jeune. Il a eu une enfance assez rock'n'roll à ce niveau-là. Il tombe en amour avec ma mère, déménageant en Gaspésie dans un environnement où il connaissait absolument personne. Il m'a eu très jeune, à l'âge de 23 ans. Puis je l'ai vu travailler trois jobs pour mettre du pain sur la table. Tu comprends? Fait que toute ma vie, j'ai vu mon père tout donner, sacrifier, toute sa vie. Fait que je me suis dit... Un jour, je vais m'outiller pour être capable d'honorer tous ces sacrifices-là, tu comprends? Puis ça a été mon driving force. Puis toute ma jeunesse, j'invitais pas personne chez nous parce que j'étais gêné de notre maison, puis on n'avait pas d'internet haute vitesse, on n'avait pas de câble. Puis je demandais à mes parents de me déposer loin, quand on arrivait à quelque part, parce que nos autos étaient lettres, étaient finies. Je me souviens, un moment donné, mon père avait un Nissan Micra, je pense que c'était un... Je me souviens plus quelle année, man. Il était tellement fini, le char, on déneigeait de la neige dans le char. Nice. Pas à l'extérieur du char. Dans le deux char. Couleurs, là. J'oublierai jamais. Rouge et rouille, là, genre. Noir et rouille. Qu'est-ce que c'est bon, rouille. ça? On déneigeait la neige à l'intérieur du char. Pour te donner une idée. Fait que, ça m'a tout le temps suivi, ça. Puis
j'ai jamais été fâché contre mes parents ou quoi que ce soit. J'ai braillé des fois de ça, de ne pas pouvoir inviter de monde chez nous. C'était donc bien cool d'aller chez les autres. Fait que j'ai toujours eu un peu ce manque matériel-là. Fait que, de là aujourd'hui, peut-être se transpose là, un espèce de besoin matériel. Puis j'invite mes chums en voyage, puis ma blonde, puis je suis dans l'extravagance. Puis j'ai invité mon père au Fenway Park. Puis j'ai pas peur de ça. Puis j'ai un McLaren. Je suis comme passé d'un extrême à l'autre, mais c'est surtout pour honorer ces sacrifices-là, puis de continuer de le faire aujourd'hui, de me donner à fond, à 110%, parce que lui, il n'a jamais arrêté, fait qu'il n'y a aucune raison pourquoi moi j'arrêterais. Fait que ça a fuelé, dans le fond, ton père a fuelé qu'est-ce 100%, c'est ma plus grande inspiration. Malade. Tellement hats off pour ça, c'est débile. Souvent, on a tendance à prendre du fake, que je peux dire, ou de prendre sur les médias sociaux quelque chose que peut-être qui est pas vrai, mais de voir son père qui a struggle, puis d'utiliser cette force-là pour justement se driver puis travailler encore plus fort. Je trouve que c'est la plus belle source de motivation qu'on peut avoir, une des plus belles sources de motivation qu'on peut avoir. C'est bon, puis après ça, fait que, tu quittes, dans le fond, l'équipe de l'atelier, puis maintenant, parle-moi un peu de qu'est-ce qui t'a amené, puis je me souviens, dans le temps, tu sais, avant... Là, la mode de ce temps-ci, c'est de créer du contenu en ligne, puis c'est bon, fait qu'on encourage le monde à le faire, puis c'est malade. Mais moi, je m'en souviens, là, 8 ans à peu près, je me souviens pas exactement quand Believe a commencé, mais c'était quasiment la mode de se partir des marques de suppléments dans Back in the Days. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, aïe, moi, je vais faire de quoi de différent avec cette brand-là? Qu'est-ce qui t'a mené vers Believe, dans le fond, puis de partir ça, puis aussi vers le nom? Je suis curieux de savoir l'histoire derrière le nom un peu qui t'a inspiré à créer cette brand-là, tu sais. Ben moi, j'étais... on sort un peu de l'époque de l'atelier. Je te dis, j'avais commencé sur les médias sociaux à l'époque. C'est une page qui s'appelait Fit Addict, que j'avais pas encore présentée à personne parce que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Et quand j'ai atteint le 1000 followers, à l'époque où 1000 followers, c'était capoté. Là. Personne... Sur Facebook sur ou Instagram. Sur Instagram. Mais là, c'était encore dans le temps que le monde utilisait des cadres blancs puis le filtre Nashville. On était là. Et... J'avais une page, je faisais des collages, estimés, mon épicerie, man, puis ma cuisine, puis toutes sortes d'affaires, des magazines de bodybuilding, puis anyway, toutes sortes de trucs. J'allais au Costco, je faisais un collage de ça, tu comprends? Anyway, c'était ça ma création de contenu. À l'époque, des photos d'abdos, puis de moi sur la place. Let's go. Et, ce qui pognait, c'est ce qui fonctionnait. Ça marchait, là, tu sais. Hashtag like for like. Et je deviens ambassadeur pour une marque de suppléments à cette époque-là et les gars m'aiment bien, me proposent au fil des mois, hey, ça tenterait-tu de lancer toi ton pré-workout à travers ta business de coaching puis ton Instagram et tout. Fait que oui, je me lance là-dedans. Et de fil en aiguille, à force de parler, de découvrir différentes choses sur le manufacturing des suppléments, puis de poser des questions, puis d'avoir des soumissions, je me rends compte que il y a quelque chose qui existe dans l'industrie qui s'appelait le amino spiking, qui a été très publicisé, surtout aux US, à cause que Muscle Farm avait eu des gros problèmes avec Arnold. Muscle Farm, à l'époque, avait une ligne de produits avec Arnold Schwarzenegger, qui, à l'époque, était l'emblème du fitness, qui encore aujourd'hui est un méga OG, là, avec Jay Cutler et tout. C'était un peu le C-bomb du moment, pour ceux qui connaissent le fitness. Et il y avait eu des grosses poursuites avec ça. Et le amino spiking, c'est quoi? C'est quand le contenu et le contenant ne sont pas la même chose. Ça veut dire que si, par exemple, je dis, OK, moi, il y a 27 grammes de protéines dans le pot, mais qu'en réalité, je remplace la moitié de ces grammes-là par un sucre comme le dextrose ou le maltodextrine, où le consommateur ne verra aucune différence, le produit va coûter meilleur, ça va être plus cheap pour nous en tant que manufacturier, on va pouvoir coter les prix, tu comprends? C'est vraiment un outil de masse. Et là, quand les compagnies commençaient à cheater et se rendre compte que les autres cheataient, bien, tout le monde commençait à faire ça. Fait que c'était une espèce de feu de camp qui était devenu de quoi d'épouvantable. Et si on cherche sur Google amino spiking, vous allez voir qu'il y a aussi des marques canadiennes qui se sont fait prendre des culottes baissées. Là, je nommerai pas de nom. Là, un simple search Google, vous allez tout voir ce que vous avez besoin de voir. Mais je me suis rendu compte de ça. Et je me suis rendu compte que le manufacturier à l'époque avec qui je travaillais avait potentiellement, j'ai pas de preuves hors de tout doute raisonnable, mais avec les questions qu'on me posait, je me rendais compte qu'il y avait sûrement des pratiques un peu louches. Fait que, un peu douteuse là, à ce niveau-là. Fait que j'ai fait, sais-tu quoi, je peux pas continuer là-dedans. Jamais je vais être capable de compétitionner, moi, avec ces personnes-là qui sont capables de faire ce qu'ils veulent un peu avec la poudre et la poudre de produit, bien sûr, et de bien dormir le soir. Là, moi, c'est pas mon style, man. Je t'intègre là, par rapport à ça, puis jamais je veux vendre quelque chose que je sais que c'est pas la bonne affaire. Fait que je suis comme sorti de l'industrie pendant une couple d'heures dans ma tête pour finalement me dire, sais-tu pourquoi j'en fais pas ma mission? Pourquoi je serais pas, moi, le leader en termes de transparence et d'intégrité dans le monde des suppléments? Et de là est née l'idée de Believe. Et de l'idée est né le nom Believe, de croire à une industrie meilleure, de croire à un mouvement, de croire à un vent de changement dans notre industrie, mais aussi dans le monde, je pense. Fait que, tu sais,
à travers le temps, on a bâti une communauté de clients ambassadeurs, un peu comme toi, qui découvrent nos produits. On a des produits de qualité à bon prix, qui goûtent bon, qui fonctionnent, qui sont transparents, intègres. Une fois que tu découvres ces valeurs-là, ces produits-là, pourquoi tu irais payer 5$ de moins pour ton EA? Mhm. Ouais. Ça fait aucun sens. Surtout si tu écoutes mon podcast, là, ça fait vraiment aucun sens. Puis, qu'est-ce que, quand tu as parti, dans le fond, la marque avec les valeurs que tu nous parles en ce moment, puis c'est tellement important, je pense aussi, de comprendre que les valeurs là-dedans, c'est que s'assurer que qu'est-ce qu'il y avait dans le contenant, c'était exactement qu'est-ce qui était marqué sur le label, puis qu'est-ce qui te faisait sentir, puis c'était ça pour vous qui était une de vos missions principales. Puis quand tu as parti la marque, à quel point maintenant, vu que c'était à toi, puis que c'était tu portais pas ce fardeau-là, mais cette mission-là sur tes épaules, quand tu as commencé, est-ce que tu as remarqué que ok, c'est plus la même game que de représenter une marque pour quelqu'un, puis là, c'est game on, puis c'est ma face, c'est moi, puis je me souviens, ben je le vois encore même dans tes shows, que tu vas monter les kiosques, que tu es là, tu es avec ton équipe et tout ça. C'était quoi la fondation de cette éthique de travail-là au sein de votre organisation quand vous avez commencé? J'imagine que quand vous avez commencé, c'était pas rempli d'employés, c'était toi et ton partner. Puis parle-nous un peu de cette éthique-là au début, de réaliser que tu te dis, OK, ouais, là, c'est mon bébé, il faut que je l'amène au bout de tout ça. Parle-moi un peu de cette éthique-là direct quand vous avez commencé. Ça venait du gym? La peur. La peur? La peur, j'avais plus le choix. À ce moment-là de ma vie, j'ai 26 ans. J'ai 32 aujourd'hui pour donner plus de contexte. Là. J'avais 26 ans à ce moment-là, avec 83 000 pièces de dette. J'avais 13 piastres, je me souviens, ou 11 et quelque chose dans mon compte de banque, de quoi de fucking capoté, en bas de 20 piastres. Là, ça faisait peur. J'ai montré cette photo-là à ma blonde il y a 2 ans. Elle a failli faire une crise de panique. Là, c'était capoté. Mon partner, de son côté, il a 3 enfants. Il vient de lâcher une job où il faisait dans les 6 chiffres. Fait que lui, il a 3 enfants. Moi, j'ai pas d'enfants à ce moment-là, mais j'ai 83 000 pièces de dette. Là. Je veux dire, les deux, on danse sur un fil de fer à 400 pieds de hauteur. Là. C'était capoté. Fait que j'avais pas d'option. Pour moi, réussir, c'était rendu la seule option. Puis sous mon 83 000 de dette, je venais aussi de lever une marge de crédit de 25 000 pièces de ma tante Manon pour nous aider à nous lancer parce qu'il fallait payer nos commandes initiales. Puis j'avais Hugo Charon, mes chums, qui m'avait passé 3 000 pièces pour faire un dépôt sur ma commande de BCA. Fait que, tu sais, j'étais jusque-là. Là, tu sais, je vivais plus de stress. Là, c'était mon état normal. Là. Fait que, tu sais, quand t'es tout le temps là-dedans puis t'es le back against the wall, j'ai passé 1 an sans sortir, sans rien faire. Puis je faisais des démos à Gatineau, à Montréal, à Québec. N'importe qui me donnait la chance d'aller démontrer les produits, je le faisais. Fait que souvent, je le faisais 3 soirs par semaine. Puis en plus de ça, je faisais des lives Facebook à tous les jours. Tous les jours. Oh. Puis il y a des shows là-dedans qui duraient 60 minutes. Tu sais, c'était non-stop, man. J'étais tout le temps là-dedans. Puis on opérait de mon condo, fait que je dormais et je vivais dans l'environnement de travail, où je faisais aussi mes lives. Donc tu dispatchais les commandes à partir de... Et je faisais les commandes de mon condo aussi. Fait que quand on avait des réceptions, t'avais un 53 pieds qui débarquait dans le quartier résidentiel, il droppait ça sur l'asphalte, puis là je rentrais boîte par boîte, tu sais, dans mon condo. C'était... Fait que j'avais pas d'option. Mm-hmm. Quand t'as pas d'option, tu fais tout ce que t'as à faire pour. T'sais. Puis dans les premières années, est-ce que tu, pour mettons un ou une jeune entrepreneur qui nous regarde en ce moment puis qui est en train de partir son projet puis qui est un peu, tu sais, il y a des situations qui sont privilégiées puis il y a des situations qui sont moins privilégiées comme la tienne, que tu partais avec un désir mais pas beaucoup, dans le fond, moins beaucoup d'argent dans le fond dans ton compte de banque. Qu'est-ce que tu dirais dans les premiers, mettons, avant de prendre le lead que Believe, là, finalement, ça l'a, pas finalement, mais que ça l'a décollé puis que tu t'es dit, OK, là, ça devient quelque chose de vraiment sérieux. Dans les premières années, avec, dans le fond, peut-être pas un doute, mais une question de dire, aïe, ça va-tu vraiment marcher? Si maintenant, là, tu te replonges puis tu dis, hey, moi, je mets le doigt là-dessus, puis je sais que dans les premières années, quand j'étais encore comme incertain du succès que ça pouvait avoir. Si tu regardes là, qu'est-ce qui a fait la différence selon toi dans les premières années, tu sais, pour quelqu'un qui part un projet, si tu avais un message, pas un message, mais un point, tu disais, hey, moi j'ai fait ça, puis j'ai vu qu'après Compound Effect ou de whatever, qu'est-ce que selon toi a fait le succès de Believe dans les premières années pour avoir le succès actuel en ce moment? Trouve ton élément différenciateur où tout le monde dans le cercle d'affaires gagne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple qui est propre à mon type d'entreprise. Ouais. Nous, qu'est-ce qui nous a vraiment mis au monde? C'est pas notre transparence, c'est pas nos tests, c'est pas ça. C'est que 1 an et demi ou 2 ans down the road, on a lancé quelque chose qui s'appelle les Flavor Packs, qui était la protéine sans saveur avec des saveurs à côté.
Et pourquoi ça a été un coup de génie puis vraiment une grosse vague d'opportunités pour nous? C'est simple, c'est parce qu'on était les premiers dans l'industrie à le faire. Et le client en bénéficiait, le détaillant en bénéficiait, le manufacturier en bénéficiait et nous, on en bénéficiait. Fait que tout le monde gagnait. Le client gagne pourquoi? Parce que tu achètes ton pot de protéines sans saveur, puis tu peux acheter 3 saveurs avec, 4 saveurs avec. Tu peux changer à toutes les semaines. Tu peux prendre la saveur, la mettre dans ton gruau, dans ton yogourt. Tu peux mixer 2 saveurs ensemble. Tu peux décider à quel point ça goûte fort ou pas. Le client est gagnant. Le détaillant est gagnant parce qu'il y a une offre unique. Puis il peut aussi upseller des saveurs sur le même pot de protéines. Mhm. Nous, on est gagnant parce qu'on n'a pas besoin de commit énormément d'argent en inventaire dans différentes saveurs d'isolates, de protéines isolates, qui est le SKU qui coûtait le plus cher à ce moment-là. Ça veut dire que moi, j'avais juste un SKU de protéines isolates, puis j'achetais des saveurs qui coûtaient vraiment pas cher, une fraction du prix. Je pouvais sortir des saveurs plus rapidement, je pouvais avoir plus de saveurs en inventaire, ça me coûtait bien moins cher. Puis mon manufacturier était super content parce que lui, quand il faisait ma protéine, il faisait ça en ligne droite en une saveur, puis il mélangeait absolument rien. Tout le monde gagnait. Puis quand tout le monde gagne, tout le monde veut que ça grossisse. Wow. Puis c'est ça qui a fait que le fuel a commencé. Est-ce que c'est le produit? Tu sais, la communauté, Ouais. après ça, de là c'est la base, là, mais de là, il y a des choses qui, tu sais, je veux dire, les médias sociaux ont vraiment pris en feu, là, tout le monde publiait ça, c'est nouveau, les détaillants, même chose. Les détaillants sont devenus des ambassadeurs de ça spécifiquement, pas nécessairement de Believe en soi, mais de ça, de ce concept-là, parce que là, c'était la course à qui l'a en premier dans quelle ville. Mhm. Tu sais, multiplie ça avec les clients qui poussent en même temps et nous qui fait du marketing à travers ça. Tu sais, je veux dire, l'explosion de tout ça ensemble, mais c'est ce que ça donne. Et il y a un compétiteur qui a fait une grosse erreur qui nous a beaucoup aidés. Il y a un compétiteur qui a copié notre concept, évidemment, après quelques mois. Mais l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il l'a donné exclusivement à une chaîne de magasins où nous, on n'était pas. Une grosse chaîne au Canada. Fait que là, la deuxième grosse chaîne hyper compétitive avec cette chaîne-là, qu'est-ce que tu penses qu'elle n'a pas eu le choix de faire? Prendre notre offre à nous. Fait qu'ils nous ont donné un coup de main. Fait que ça a été un peu une chance de voir cette erreur-là du compétiteur, mais c'est sûr que c'était une bonne idée, les compétiteurs s'en viennent pour toi. Fait que protège-toi déjà par rapport à ça, mais c'est vraiment là où on a pogné un step. Et là, le monde découvrait Believe. Et là, découvre d'autres produits, là, Energy Plus Burner, le Pump Addict, le Greens, là, name it. Là, après ça, il tombait dans le funnel. Là, fait que... Wow. Malade. Puis est-ce que je vais parler un peu des relations parce que je trouve que vous êtes dans une business particulière. Puis quand je dis particulière, je parle dans les relations, c'est que vous dealez autant avec la personne qui vend votre produit que la personne qui le consomme. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que tu te dois de faire de l'éducation du côté client par rapport à ce que Believe met sur les médias sociaux, puis tous ces trucs-là, puis de garder également une relation avec tes distributeurs, je ne sais pas si vous les appelez comme ça, mais les points de vente dans lesquels vous vous retrouvez. À quel point, dans le fond, ce que moi j'ai vu à travers le temps de vous avoir suivi, c'était tellement quelque chose qui était important pour vous de garder, ben pas de garder, mais je trouvais que je voyais que la relation Believe distributeur et Believe client, c'était un tout ensemble, puis que je trouvais, puis même dans d'autres marchés complètement différents qui n'est pas les produits, je trouve que des fois, il y a des compagnies qui l'échappent par rapport à justement la relation avec qui vend le produit, mais également qui va le consommer à la fin. Vous passez un chemin qui est un peu différent d'un modèle traditionnel que vous vendez à quelqu'un, puis après ça, c'est le client qui va... Fait que de bâtir la relation des deux façons. Parle-moi un peu de ça, de comment vous avez fait ou qu'est-ce qui était important pour vous là-dedans de relation distributeur. Puis des fois, c'est pas tout le temps facile. Là. C'est pas juste en rose. Puis après ça, d'éduquer également votre client par rapport à ça. Qu'est-ce qui est... T'sais, pour moi, je trouve que c'est une grosse différence que vous aviez de relation avec vos distributeurs et vos clients. Je pense que la plus grosse erreur que le monde font, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'en affaires, c'est business is people. Mm-hmm. Surtout les personnes qui font du e-com, puis du Amazon, puis du dropshipping. Eux autres ne comprennent absolument aucun de ces concepts-là. Mais de comprendre que business is people, puis tes clients, c'est des êtres humains. Là. C'est des personnes qui ont des émotions comme toi, qui ont besoin de contact humain. Fait que nous, chaque fois qu'on croise quelqu'un, que ce soit un détaillant qui achète 2 000 par mois, que ce soit un détaillant qui en achète 25 000 par mois, on le traite de la même façon. C'est sûr que lui qui achète 25 000, hein, on va manger des filets mignons ensemble plus souvent, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Où il n'y a personne de plus ou moins important, dans le sens que tout le monde est important à 100%, puis il y en a qui sont importants à 200%. Mais tout le monde part à 100%. Puis ça, c'est quelque chose que mon père m'a appris en restauration. C'est lui qui m'a coaché en restauration. Et il me disait toujours, le laveur de vaisselle, il faut que ce soit ton meilleur ami, tout comme le barman, tout comme ton gérant. Il faut que tout le monde, ce soit ton meilleur ami parce que tu ne sais jamais à quel moment tu vas avoir besoin de lui. Et moi, j'étais une des seules personnes qui allait
toujours voir le laveur de vaisselle pour lui demander comment ça va. As-tu besoin d'un verre d'eau? As-tu besoin de quelque chose? À la fin du shift, tu veux une bière? Tu veux quelque chose? Pourquoi? Parce que le jour où je suis dans la marde, puis je suis dans le jus, puis il n'y a plus de couteau dans le resto, là, puis que je descendais en bas, puis je disais, hey, Tony, man, tu peux-tu me laver 6 couteaux pour ma 102 en haut? Je suis dans la marde. Ben, j'étais la première personne qui faisait, puis il me faisait toujours ce rush, puis ça lui faisait plaisir. Pourquoi? Parce que moi, je prenais toujours le temps de prendre le temps. Ouais. Puis les relations maintenant, tu sais, l'éducation client de qu'est-ce que vous faites, puis ça passe par les médias sociaux, puis tout ça. Puis là, c'est rendu dans un monde vraiment compétitif, les médias sociaux. Qu'est-ce qui fait que, c'est quoi le message que vous essayez de passer à vos clients maintenant, pas les, parce que tu parles de la relation avec vos distributeurs, là, puis je sais que vous en avez une très forte avec les exemples que tu viens de donner là. Puis maintenant, par rapport aux clients, qu'est-ce que vous essayez de propager sur les médias sociaux pour vous différencier un peu de la compétition, que je ne vais pas appeler de la compétition parce que vous êtes vraiment spécial dans votre classe à vous, mais c'est quoi le message que vous essayez de passer aux clients de quand tu tombes dans la communauté Believe, qu'est-ce qui est différent? Ben, c'est Eve qui s'en occupe en ce moment, puis je dis toujours à Eve, si quelqu'un like une de nos photos, si quelqu'un commente une de nos photos, nous, on interagit aussi. C'est ça, les médias sociaux, c'est fait pour être social. On dirait que le monde l'oublie, ça. Tu sais, quelqu'un like tes photos, quelqu'un commente tes photos, puis t'es comme, OK, tu sais, c'est bon, puis crime. Si quelqu'un commente ta photo, prends le temps d'aller sur son profil, like 2-3 photos, intéresse-toi à ce qu'il fait, commande-en une. Je veux dire, ça prend fucking 37 secondes de ton temps à faire ça. Mais comment l'autre personne se sent? Ben, vraiment important. T'as un chandail Nike en ce moment. Toi, si tu commentes un drop que Nike fait, puis Nike va sur ta page, puis il like 2 photos, puis il commente une de tes photos, Je fais un screenshot. Tu vas faire un screenshot, tu vas le poster en story. Tu sais, des fois, il faut se dire comment ça me ferait sentir, moi, que ce brand-là que j'adore fasse ça. Et ensuite, de juste le faire. De prendre le temps de le faire. Chaque détail compte. Puis, tu sais, en marketing puis en vente, man, si on revient à la base de la base, puis je pense que tout le monde en marketing et en vente devrait écouter ce principe-là et le mettre en action dès maintenant, c'est que prends un client au hasard dans ton cercle de clients et dis-toi une chose. Si ce client-là, cet unique client-là, peu importe qui il soit, un client au hasard dans tous mes clients, pourrait être mon seul funnel d'acquisition marketing, comment je traiterais cette relation-là? Comment je m'arrangerais de tout mon âme pour que ce client-là me réfère d'autres clients? Quel genre d'expérience je devrais lui donner? Et à partir de là, tu bâtis ta relation client et tu essaies de la multiplier avec tous tes clients. À place d'essayer de shooter des filets partout, dis-toi comment je peux perfectionner ma relation avec ce client-là et ensuite transposer ça sur absolument l'ensemble de mes relations, absolument toutes mes relations. Fait que, qu'est-ce que je ferais avec juste ces clients-là? Si j'avais juste ces clients-là, qu'est-ce que je ferais avec? Mon seul funnel marketing, c'est ça. Je peux pas faire de ads, je peux pas poster ces médias sociaux, je peux rien faire. Beaucoup de valeur, en tout cas, c'est sûr que tu lui donnerais beaucoup de valeur à ces clients-là. Fait que qu'est-ce qui nous empêche en ce moment de déjà y donner toute cette valeur-là? Est-ce que c'est parce qu'on a des channels d'acquisition à gauche à droite qui nous font oublier le fait qu'avoir un client ambassadeur, c'est la chose la plus importante au monde? God knows, mais il faut s'asseoir puis faire des... Regardez-vous en face. Là. Est-ce que je donne absolument tout à mes clients? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Wow. Bombe. Est-ce que... je reviens un peu à, dans le fond, l'enfance que tu nous as parlé, tu sais, Gaspésie et tout ça, puis là, je me mets dans l'histoire de succès un peu. On parle de passer, de trucs, de conseils, de tout ça, que c'est wow. Maintenant, j'ai le goût de parler un peu de succès, j'ai le goût de parler un peu de fuel pour les gens qui nous écoutent. Mais avant de parler de ça, je veux parler de quand tu t'assois avec ton partner, le moment à un moment donné, tu te dis, OK, ça y est, là, tu sais, comme la fenêtre, elle ouvre, puis les commandes rentrent, puis ça rentre au poste, puis l'argent, elle rentre grâce à l'effort que vous avez mis. Moi, je me souviens des stories qui se mettaient à comme minuit le soir, puis tu étais encore en train de work, ou que vous faisiez des lives. Je pense qu'il y avait un coach de fitness que je me souviens, tu faisais des lives avec lui, il était comme 9h le soir. En tout cas, je me souviens que je voyais des heures vraiment tard. Puis là, le succès se m'a rentré, puis la fenêtre, elle ouvre, puis l'argent se m'a rentré. Je fais encore des lives vraiment tard en ce moment. Je n'ai fait un hier soir, by the way. Mais vas-y, continue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu t'assois et tu dis, OK, là, l'argent rentre, puis ça se met à fonctionner, est-ce que, dans le fond, tu as un petit moment de dire, OK, là, il faut que je fasse attention à qu'est-ce que je vais dépenser ou, tu sais, de ne pas tomber dans l'extravagant ou dans... Vu que tu viens d'une jeunesse où il y a quand même eu de la difficulté, puis que là, tu dis, OK, je commence à avoir de l'abondance, est-ce que c'est quelque chose que tu as dû t'asseoir avec toi-même et dire, OK, il ne faut pas que je tombe dans trop d'abondance non plus, ou tu t'es dit, non, moi, je vais all-in à 100%. Tu sais, je veux juste voir un peu la mentalité de dire, parce que souvent, on a tendance à avoir des gars qui commencent à faire des sous,
dépensent tous les sous qu'ils vont faire. Puis finalement, il reste rien. Puis à un moment donné, ça se met à les rattraper. Je sais que pour toi, c'était pas la même affaire. Vous avez grind, vous avez work around it, puis que vous avez vraiment travaillé fort. Parle-moi un peu de ce moment-là, quand que ça a commencé à rentrer, que le succès s'est dit. Puis c'était quoi ton premier, dire ok, là, je me garde, puis je suis all-in par rapport à ça. C'était quoi le feeling que tu as ressenti? Avant que tu deviennes riche, il faut que tu définisses ta rich life. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'avant que tu sois riche, ou peu importe c'est quoi la définition de richesse pour toi, là, moi à ce moment-là, c'était faire 80 000 par année, là, tu comprends? Fait que je me suis dit, à un certain moment dans ma vie, je me suis assis. Quand j'ai vu que Believe, ça a commencé à prendre en ampleur et tout, je me suis dit, OK, je le vois venir, là, que je vais faire 100 000 par année bientôt. Là. Quand je fais 100 000, qu'est-ce qui est important pour moi? Quand je vais faire 200 000, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui va réellement me rendre heureux? Est-ce que m'acheter un char de luxe, puis changer d'appartement, puis faire ci, m'acheter du linge, puis, tu sais, moi, je suis pas un gars de Louis Vuitton ou whatever, puis j'ai rien contre le fait de ça. Tu sais, je dépense dans les bébelles automobiles. Tu sais, je veux dire, je suis pas mieux, là, admettons. Il dépense dans quelque chose qui te rend heureux, mais je pense que la première question que tu te poses, c'est qu'est-ce qui me rend heureux? Si c'est voyager 5 fois par année, ben c'est ça ta rich life. Fait que tu sais, budget pour ça, puis calcule tout de suite combien ça va coûter. Puis si pour toi, ta rich life, c'est d'avoir un coussin de sécurité de 50 000 $ d'un compte épargne, ben so be it, mais définis-la tout de suite. Attends pas de commencer à faire des sous pour commencer à faire des plans de match. Fais-les tout de suite, parce que faire tes plans de match puis être visionnaire par rapport à ça, c'est aussi inspirant. Tu sais, fait je pense que la meilleure façon de ne pas faire le con avec ton argent, je pourrais écrire un livre là-dessus, là, faire le cave avec son argent. J'avais 83 000 $ de dette, 5 ans de cégep, pas de deck. Là. Tu peux imaginer ce que je faisais avec mes prêts et bourses. Le définir tout de suite, ça veut dire quoi pour toi faire de l'argent? Qu'est-ce qui va te rendre heureux? Puis t'assurer de pointer cet argent-là dans cette direction précise. Tu sais, pour moi, c'est faire des voyages sortis entre amis, les voyages avec ma blonde, voyages avec ma famille. L'automobile, j'adore ça. Mais maintenant, je suis rendu dans le monde automobile. Fait que je peux me plaquer un char F. Fait que ça, c'est vraiment cool. Là. Mais j'ai bâti aussi des opportunités d'affaires en ligne avec mes passions. Mais même au début, là, je m'avais acheté à l'époque un Macan GTS. Ça a été mon premier véhicule de luxe. Puis je l'ai adoré, mais je savais que ça m'aurait vraiment donné quelque chose. Là. Toute ma jeunesse, je l'ai cravé, là, ce véhicule-là. Ouais. Là. Je me suis pas acheté un Macan GTS, puis un sac Louis Vuitton, puis un ci, puis un ça. J'ai pas changé d'appartement, puis j'ai pas changé de vêtements. Puis ça a été vraiment ma seule dépense un peu fofolle, là, mais était dans mon document de c'est quoi ta rich life, puis il était là. Ça fait 27 ans, 28 ans à ce moment-là que je le crave. Là. Il va me faire du bien. Ouais. Puis est-ce que, justement, en avançant Believe, puis en ayant du succès, j'imagine que ça vient avec d'autres responsabilités, que finalement, les steps à prendre, tu sais, je repense à ta tante, Manon, qui t'a passé l'argent pour faire ta première commande. Mais là, le succès rentre. Tu veux continuer à fuel the fire, tu veux continuer à mettre du gaz dans le feu pour que ça grossit puis que ça grossit. J'imagine que les responsabilités deviennent plus grosses, les commandes deviennent plus grosses. Parle-moi un peu, vous avez fait une acquisition d'un entrepôt, d'un bureau, je pense, que vous avez finalement changé ton appartement à transitionner un bureau, puis là maintenant un plus gros warehouse que vous avez pris. J'imagine que les décisions deviennent de plus en plus gros. Est-ce que la peur que tu nous parlais tantôt, est-ce qu'elle fuel encore de façon différente les actions que vous prenez et les décisions que vous prenez? Plus depuis 2023. Ça a été mon espèce de résolution tout récemment de faire, OK, là, ça fait 6 ans là, que je me drive par la peur. Là, même à 200 000 $ 300 000 $ de salaire dans le temps, j'étais encore fuelé par la peur, comme si j'allais pas manger demain matin. Je suis resté vraiment longtemps là-dedans, puis en fin 2022, à un moment donné, pendant les vacances de Noël, ma blonde travaillait à l'hôpital, puis j'étais comme dans mes photos, puis entre 2019 et 2022, j'étais incapable de trouver une photo de moi à chess, ou incapable de... Puis là, tu parles à quelqu'un qui vient du monde du fitness, où j'étais fendu bord en bord à l'année longue, là, sur un 8-pack, là, c'était ça ma vie, puis je me suis dit... Ce serait peut-être temps là, que je reconnecte avec mes plaisirs de la vie aussi, puis j'arrête d'être toujours en mode sacrifice. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, en 2023, là, on va mettre la peur de côté un peu. Là. Faut que je me rende compte de où je suis, puis les habiletés que j'ai maintenant, puis la communauté que j'ai, puis me dire, OK, là, faut que je recommence à prendre soin de moi. Qu'est-ce qui me faisait vraiment plaisir quand j'étais petit? T'sais, moi, c'était le sport, là, c'était vraiment... Tu pouvais mettre français, cours d'éduc. Un mardi, au secondaire, j'étais heureux, j'étais content. Ça a passé. Mais j'ai recommencé à jouer au hockey 2 fois par semaine, puis je vais le lundi midi, puis le vendredi midi. Tu sais, c'est plus genre,
OK, ben là, la business en premier, puis là, je suis fuck it, je dors pas, puis je vais pas au gym pendant 3 jours, puis c'est pas grave, fuck la shape, puis succès, tu sais. Qu'est-ce que je veux faire en 2023? C'est continuer, à partir de 2023, en fait, c'est continuer d'exploiter mon potentiel illimité, de prendre des projets qui me passionnent, des projets qui sont un fuck yeah. Là. Je veux plus des petits projets que je fais pour des sous, là, ça m'intéresse pas. Faut vraiment que c'est quelque chose qui est viscéral. Je laisse reposer une idée. Si j'ai une idée d'affaires, je la laisse reposer pendant 2-3 semaines. Quand tu sais c'est quoi être entrepreneur, tu vois une mouche passer devant ton écran, puis t'es comme, je peux-tu m'ouvrir un zoo, tu penses? C'est de décrocher un peu de ça et d'exploiter le potentiel illimité à travers les limites, à l'intérieur, excuse-moi, des limites de mon bonheur et de ma santé aussi. Puis est-ce que tu me parles de justement pas dormir, puis quand je dis pas dormir, on extrapole, mais le grind, ce que vous avez fait dans les premières années, puis tout ça, remettre en perspective maintenant le succès que vous avez eu avec Believe avant de transitionner vers tes autres projets, puis Journal dans un entrepreneur. Est-ce que maintenant que là, en 2023, tu te mets de l'avant toi, ta santé, tes priorités, tes trucs comme ça, est-ce que tu penses que tu aurais été capable de faire, sachant maintenant ce que tu sais sur te mettre de l'avant, penser à toi, ton sport, tes trucs comme ça, est-ce que tu penses que tu aurais été capable de le faire en même temps de faire la workload de travail que tu as fait, qui a fait que le succès qui est de Believe, ou tu penses que c'était mandataire de grind, plus travailler, moins dormir, ainsi de suite? Parce qu'on entend souvent, faut pas que tu dormes pour être un millionnaire ou être successful, puis tous ces trucs-là. Maintenant que tu as atteint le succès, puis que tu regardes, puis tu dis, hey, faut que je me remette en priorité, moi. Est-ce que tu penses que tu aurais été capable de le faire à travers qu'est-ce que tu as passé, puis d'avoir le succès que tu as là en ce moment? Non. Non? Non, parce que toutes les années avant ça, j'étais 100% dans le plaisir, puis dans l'évasion, puis dans le party, puis tu comprends? Fait que là, c'était une saison de ma vie où il fallait que je sois 100% là-dedans. Ouais. Puis la business a tellement grossi rapidement que j'ai pas eu le choix de rester 100% là-dedans. Il fallait que j'apprenne sur le tas. Tu sais, j'ai jamais eu d'employé de ma vie, là. Là, du jour au lendemain, t'en as 2, t'en as 3, t'en as 7, t'en as 10, t'en as 12, t'en as... Tu comprends? T'as jamais dealé avec le monde, t'as jamais fait ça un organigramme, t'as de la misère à gérer ton propre temps, puis là, il faut que tu gères l'horaire de d'autres personnes, puis leur priorité à eux, puis là, il faut que tu te développes beaucoup en tant qu'être humain au niveau du développement personnel. Le monde parle toujours de travailler dans le business ou sur la business. Passe beaucoup de temps sur la business. Mais personne ne parle de passe beaucoup de temps au-dessus de la business. Puis passer beaucoup de temps au-dessus de la business, c'est quoi? C'est travailler sur toi-même, devenir un meilleur leader, travailler sur ton développement personnel, parce que l'entreprise, elle ne pourra jamais être plus grosse que toi. Fait que si tu es capé ici, là, que ton mur il est capé là, puis que la boule a frappé le mur, ça sert à rien que tu travailles sur la business, il n'y a rien qui va se passer, tu as déjà frappé le mur. Fait qu'il faut que tu travailles aussi à monter le mur encore plus haut. Et là, c'est peut-être une partie, moi, que j'avais mis de côté. Fait que ça a été beaucoup de rattrapage à ce niveau-là, puis d'apprendre chaque chose, des nouveaux départements, marketing, comment avoir une équipe. Man, il y a 1 million d'affaires, là. 1 million d'affaires, là. Puis tu sais, mix à ça le COVID qui est arrivé, puis tu sais, les problèmes d'approvisionnement, puis les frais de shipping qui ont triplé, puis il fallait que tu mettes tous les employés dehors, puis man, c'était challenger. Fait que, c'est ça, 2023, man. Puis, est-ce que, dans le fond, justement, tu me parles des saisons, puis c'est quelque chose que je parle souvent aux gens ou que quand je rencontre juste one-on-one, off the record, off mic, c'est quelque chose que je parle de reconnaître dans laquelle des saisons que t'es pour que, justement, quand tu es dans cette saison-là, hey, si t'as pas vraiment le temps de t'entraîner en ce moment parce que tu es dans une saison, prends au moins un petit 15 minutes, va respirer dehors, va prendre une marche, essaie de garder ces habitudes-là. Parle-moi des saisons, justement, de reconnaître à quel point c'est important de reconnaître dans laquelle saison que t'es. Fais de l'introspection le plus possible. Ayons pas peur de nous poser des questions sur nos sentiments puis comment on se sent. Puis quand tu te sens stressé, écris-le. Pourquoi tu te sens stressé? Qu'est-ce que tu contrôles? Qu'est-ce que tu contrôles pas? Sur quoi tu peux travailler? Qu'est-ce que tu peux modifier? T'sais. Arrêtons, excuse. Je sais pas pourquoi des fois je parle à d'autres personnes, puis des fois, mais arrêtons je vais m'inclure là-dedans, de penser qu'on est invincible, puis de prendre notre cerveau, puis continuer de garder les idées qui tournent en rond dans notre tête. Je trouve que mettre quelque chose sur papier, là, ça aide beaucoup à juste laisser de la place, nous laisser respirer. Puis souvent, quand on se permet d'écrire comment on se sent, je dis on, c'est je, là, mais quand j'écris, là, je passais du vous au je, là, finalement. Mais quand j'écris, je le vois à quel point c'est libérateur au niveau de l'espace mental. Puis plus j'ai d'espace mental, plus je vois clair. Puis quand je vois clair, c'est bien plus facile là, de reconnaître dans quelle saison je suis. Et de qui je dois m'entourer. Durant ta saison. Parce que, man, plus tu grossis, plus tu te rends compte que ton entourage, il faut que tu fasses les bons choix. Là. Est-ce que ça a été des choses dures de pouvoir à un moment donné faire des cuts dans ta vie, de couper des gens ou de réaliser dans quel cercle tu es? Est-ce que tu as eu des moments justement là-dessus où tu t'as douté par rapport à certaines choses par rapport à ça? Non. Non? J'ai pas mal le même cercle d'amis quand j'étais plus jeune. Il y a des amis qui se sont ajoutés à ça, mais... Tu as gardé ça tête.
100%. Protection de relations, c'est important, malade. Mais je veux parler de journal d'entrepreneur. Ouais. Je veux parler de, premièrement, félicitations. Écoute, c'est le fruit des résultats, je pense aussi, de la discipline que tu as mis à l'intérieur de ta business, de tes business, puis tout ça. Parle-moi un peu de comment c'est arrivé l'idée de dropper du knowledge puis de partir ça. Parle-moi de où c'est venu cette idée-là de partir un podcast entrepreneur, trucs et conseils. Ça n'existe pas au Québec. Je suis le seul encore aujourd'hui qui fait qu'est-ce que je fais. Ben, à moins que j'ai pas découvert les autres. Là. Mais il n'y a personne vraiment qui faisait ça, raconter des histoires. Puis moi, j'ai été l'entrepreneur qui a commencé avec personne autour de moi qui pouvait me guider. J'avais pas d'entrepreneur autour de moi. J'ai pas d'amis, de cousins. Tu comprends? J'avais personne qui était entrepreneur autour de moi. Et j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté très cher en temps et en argent. Là, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller écouter mon histoire. Mais je veux être cette lumière-là pour bien du monde qui commence puis qui n'ont personne dans leur entourage pour les aider, pour les guider. Puis j'ai même une formation qui s'en vient, une formation qui s'appelle Zéro à Go, où dans tout, tu sais, un entrepreneur qui commence doit porter tous les chapeaux. Donc moi, je veux faire une formation sur tous les départements. La base, là, évidemment, je ne veux pas rentrer en méga profondeur sur chacun des départs, là. Mais au moins donner les outils aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain qui se lancent, qui sont pas... Il n'y a personne dans leur entourage pour les appuyer, tu comprends? Puis même quelqu'un comme toi qui est en affaires, qui vit des défis, qui vit du stress, OK, toi, c'est cool, tu as des entrepreneurs dans ton entourage, des gars que tu peux appeler, des filles que tu peux appeler dans ton entourage, je vais avoir ces discussions-là. Mais c'est pas tout le monde, même à ton niveau ou à mon niveau, qui ont ce monde-là autour d'eux. Fait que si je peux servir d'espèce de partenaire spirituel, appelons-le un peu comme on veut, de support moral, de support d'apprentissage, je veux juste être là pour la prochaine génération et la génération actuelle. Et aussi, au niveau personnel, moi, ça me permet toujours de réviser mes connaissances, de continuer de pousser en développement personnel pour, moi, personnellement, apprendre autre chose, mais aussi enseigner peut-être autre chose. Tu sais, je dis jamais que c'est de l'enseignement, mais je partage mes expériences, mes connaissances, t'en fais ce que t'en veux. Là. Je veux dire, il n'y a personne en entrepreneuriat que la science infuse, moi encore moins. Fait que c'est par amour de partage, puis par amour de redonner à la prochaine génération, man, ou tu sais, peut-être même voir fleurir des opportunités d'affaires via ce podcast-là, parce que là, mon deal flow est épouvantable. Là. Il y a plein de monde qui essaie de m'envoyer des opportunités à gauche à droite. Puis... Malade. Puis aussi, ça me permet de m'asseoir autour du... Excuse, fucking Mike. Trop excité. Je t'ai dit que je voulais les faire debout. Mais ça me permet aussi de m'asseoir autour d'une table et d'avoir des conversations intéressantes avec personnes comme toi, ou tu sais, Nicolas Duvernois qui s'en vient sur le podcast, il y a Luc Poirier qui s'en vient sur le podcast, ou jamais dans ma vie, sinon j'aurais eu peut-être la chance de m'asseoir et avoir une bonne conversation comme on a ce matin. C'est quand dans la vie que tu t'assois avec quelqu'un et tu as des talks de même. Malade. Honnêtement, c'est une des raisons aussi pourquoi que j'ai commencé. Puis je veux me plonger par rapport à justement ça. Je vais reparler après du succès de ton podcast, mais quelqu'un qui nous écoute, tu sais, quand toi, tu as parti ça, puis quelqu'un qui se dit hey, moi, j'ai une passion en ce moment, j'aimerais ça partager. À quel point la valeur de partager avec quelqu'un, c'est important, puis qu'on le sait pas. Un view, c'est sûr que là, le nombre de views ou de reviews que tu as en ce moment, c'est pas la même chose que quand tu as commencé, right? Puis que tu as droppé ton premier épisode. À quel point de prendre ce step-là, ça peut être huge pour quelqu'un, puis tu sais jamais sur qui tu peux tomber. T'as-tu une histoire qu'à un moment donné, tu te dis aïe, aïe, lui, ça le lead à ça, de whatever, ou de partager avec quelqu'un ici qui dit hey, moi, j'aimerais ça, moi aussi, peut-être me partir un podcast, ou tu sais, je suis bon en photographie, puis de peu importe c'est quoi le sujet. À quel point c'est important en 2023 de faire ça? Ben, pour les années à venir aussi. Il n'y a rien de vraiment de plus important. Là. Ton brand personnel, c'est un peu la fondation de tout. C'est une communauté que tu bâtis autour de toi. Mais il faut que tu le fasses pour toi. Et aussi que tu reconnaisses qu'on a juste une vie à vivre. Puis que tu sais jamais quand que la chanson va s'arrêter. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 6 ans, dans 60 ans. Évidemment, on veut être le plus optimiste possible. Mais tout de même, la réalité de la chose, c'est que demain matin, tu peux mourir. Fait que tu sais, l'opinion de Ginette sur TikTok, là, qui est sa bolle le matin, qui scroll, qui voit ton vidéo, qui drop une bombe pour absolument aucune raison. Là. Elle qui drop une bombe ou toi? Elle le fait sur son téléphone et dans la toilette en même temps. Mais, juste comprendre une chose, c'est que t'as peur de quoi? Parce que partager tes passions, puis communiquer avec du monde qui ont des passions, puis de bâtir une audience, puis des amis qui ont des passions qui sont connexes à la tienne ou qui sont la même, c'est que c'est le fun, man, dans la vie. Puis le meilleur endroit pour commencer, c'est les groupes Facebook. Tu sais, Mark Zuckerberg a été clair qu'en 2023, le focus de Facebook, c'était les groupes, parce que c'est ça qui faisait en sorte que le monde restait le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc, si vous avez une petite audience, si vous avez 0 personne qui vous suit, si vous commencez de rien aujourd'hui,
commencez à vous introduire dans les groupes Facebook, bâtissez des communautés là-dedans, faites-vous des amis, puis à travers le temps, lance-le ton podcast, lance-le ton YouTube, lance-le tes affaires. Mais arrêtez d'attendre, il n'y a pas de moment parfait, il n'y a rien de parfait, tout le monde part à zéro, puis on ne sait jamais où ça va nous mener, puis c'est ça la beauté de la chose, mais faites-le pour vous, puis faites-le pour quelque chose qui vous parle réellement. Il ne faut jamais s'inspirer de quelqu'un qui fait quelque chose sur TikTok. Exemple, le fitness, c'est tellement un bon exemple. Tout le monde a regardé Mark Fit, puis Kristen Guzman, puis Max Chewing, tous ces gars-là. Moi, je vais faire exactement ce qu'eux font. Ils font les mêmes photos, ils font les mêmes vidéos, ils sont juste moins en shape, ils sont peut-être pas aussi bons devant la caméra, etc. Puis, il y a beaucoup de copycat tout le temps, puis tu pourras jamais être quelqu'un d'autre. Fait que sois toi-même. Puis une chose que j'ai découvert aussi en créant beaucoup de contenu à travers les années, c'est que l'audience aime l'authenticité. Ouais. Ils aiment les erreurs de vocabulaire, puis que tu sois toi-même, calique. Puis ils sentent qu'ils sont assis autour de la table avec nous actuellement. Ouais. Puis le succès du journal d'entrepreneur, à quoi tu l'attribuerais autre que la transparence des conversations, puis qu'est-ce que tu dis, que c'est du realness, que c'est là, à quoi tu l'attribuerais? Est-ce que constance, invité spécial, qu'est-ce qui a fait que là, maintenant, avec 1500-600 reviews, 5 étoiles, si je ne me trompe pas? Je pense que j'avais 2000 quelques ce matin. Ouais, 2000, fait que... chaque jour, j'en ai exact, c'est pour ça 30, que je dis que ça l'augmente énormément. Qu'est-ce qui est, avec le look back en ce moment, que je sais que tu veux sûrement l'amener ailleurs, right? Mais on est dans un moment que peut-être dans 2-3 ans, on va regarder cette entrevue-là, on va dire « Ah, t'avais juste 2000 reviews. » Mais sur quoi tu attribuerais le succès de ton podcast en ce moment? By the way, je viens juste de commencer à me forcer pour le podcast. Okay. Quand on pense à ça... De prendre ça sérieusement. Oui, exact. Depuis environ janvier 2023. Fait que ça fait peut-être 2 mois que j'ai commencé sérieusement à m'y concentrer, justement. C'était ma résolution, là, de prendre soin de moi et continuer mes projets de passion. J'en reviens un peu à la base où on parlait tantôt, Colo, de marketing-vente. C'est quoi la chose la plus importante? C'est de se dire, si j'avais juste un client, qu'est-ce que je ferais pour lui? Fait que pour moi, c'est la même chose. Si j'avais juste un auditeur, qu'est-ce que j'aimerais partager avec lui? Fait que de définir c'était qui mon auditeur type, ça je l'ai fait. Je le sais exactement à qui je parle. Et ensuite de tester longtemps qu'est-ce que l'audience aime. Fait que on disait tantôt collab, solo. Moi, j'ai 85-90% de mes épisodes, c'est tous des solos. Parce que j'avais pas le temps d'inviter du monde. Ça prend du temps, t'invites du monde, tu te déplaces, il faut que tu fasses de la recherche. Toi et moi, on se connaît, là, mais quelqu'un que tu connais de zéro, ça prend du temps. Il faut que tu t'informes, il faut que tu écoutes d'autres entrevues. Fait que je me suis dit, moi, je vais focusser à faire du solo, je vais parler à quelqu'un d'autre, je vais faire comme si je parlais à mon petit frère qui veut se lancer. Fait que ça a tout le temps été un peu ça, mon concept. Et avant de lancer mon podcast, je faisais déjà 500 000 de revenus par mois. Fait que j'avais déjà un certain succès. Là, ça dépend toujours à quoi tu le compares, là, tu comprends? Là? On fait plus que 2 millions par mois actuellement, fait que ça a beaucoup changé, mais c'est le fun de voir ça évoluer à travers les années, mais j'ai pas commencé à parler de quelque chose que je connaissais pas. J'ai commencé en documentant mes expériences et en partageant ces expériences-là. Et je pense que le monde se sont attachés au fait que j'étais très transparent, un peu comme Believe Supplements, évidemment. Moi, je suis très transparent comme personne. Je me cache absolument rien sur le podcast. Je partage mes histoires. Le monde a embarqué. Le bouche-oreille a fait son travail. Et j'ai fait peut-être 90 épisodes comme ça. Sans trop y penser, sans faire de reels, sans venir en studio. Je venais une fois de temps en temps, mais je n'étais pas constant. Des fois, j'avais des photos. Des fois, je ne publiais pas sur Instagram pendant 3 mois. La même chose au niveau du podcast. Des fois, je skippais un mois parce que fuck man, c'est le COVID, il faut que je fasse des productions, puis je n'étais pas là, puis j'avais pas le temps. Puis teste petit, teste organiquement. Est-ce que tu es capable de le faire grossir par bouche-oreille? Si tu n'es pas capable de le faire grossir par bouche-oreille, investis pas là-dedans. Non, c'est ça. Si tu vois que tu grossis par le bouche-oreille et que quand tu demandes aux gens de mettre 5 étoiles, ils prennent 17 secondes de leur temps pour aller le faire. D'ailleurs, s'il vous plaît, allez le faire. Là. Si vous êtes sur Balado, dès son premier épisode, mettez 5 étoiles, un commentaire écrit, s'il vous plaît. Spotify, en dessous de l'image du podcast, des étoiles, mettez-en 5. Je dois avoir dit ça 150 fois dans ma vie. Mais faites-le, s'il vous plaît, mettez ça sur pause, allez le faire maintenant. Ouais, exact. Si ton audience ne prend pas le temps de le faire, déjà, ça t'envoie un signal qu'ils sont peut-être pas super impliqués dans le podcast. Mais moi, je l'ai testé tellement longtemps de façon organique. Je l'ai testé pendant 2 ans. Là. Jusqu'au jour où j'étais comme, bon, OK, 2023, c'est quoi que ça veut dire pour moi? Ça veut dire, je focus sur le podcast, je recommence à jouer au hockey puis au basket, je mets du temps là-dedans, je continue de focuser sur Believe puis sur P1, sur McLaren, puis vraiment d'exploiter ce potentiel-là qui est complètement illimité à travers les limites de mon bonheur et de ma santé. Mais je veux focuser sur le podcast puis tester, voir si je suis capable, moi, de faire lever ça finalement, parce que je voyais plein de podcasts popper à gauche à droite puis de prendre en envergure. J'étais comme, moi je sais que j'ai un bon produit. Maintenant, ce serait peut-être le temps que je me force au niveau marketing. Et c'est ça que j'ai commencé à faire. Et là, tu vois, ça a fait
Ça, je veux dire, quand je regarde ma courbe de croissance sur mon hosting, là, c'est une flèche comme ça. Là. Fait que je pense que j'ai plus de downloads en 2 jours maintenant que j'en avais par mois avant. C'est fou. Là. Puis je pense que c'est l'effet cumulé de continuer. Tu n'as pas lâché. Même si tu as eu des périodes de 1 mois, comme tu dis, que tu faisais rien, tu n'as pas lâché. Ça a continué pareil. Puis ça, je pense que c'est une recette autant pour un projet que pour un business venture, que pour quelque chose que vous voulez faire. C'est juste de, si vous voyez les signes comme Julien il parle, que ça marche, qu'il y a un petit quelque chose, là, même si vous n'êtes pas les plus constants, mais de ne pas lâcher et de continuer à le faire, je pense que c'est le résultat en ce moment du fruit que tu as mis. Ben, tu sais, quelqu'un qui se lance en ce moment, si on prend mon modèle d'affaires sur 3 mois, puis où j'en suis aujourd'hui, là, teste de façon organique. Est-ce que l'audience embarque? Si tu vois que ça fonctionne de façon organique, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tes stats sur ton hosting, ils montent de façon progressive. Les auditeurs uniques, ça monte. Le download par épisode, ça monte. Tu reçois de plus en plus de DM sur Instagram de personnes qui te remercient pour le show et tu as des 5 étoiles. Ces 4 choses-là, si tu vois que ça progresse de façon organique, donc que le bouche-oreille fait son travail. D'ailleurs, si quelqu'un vient vous DM quelque chose, gênez-vous pas pour lui demander hey, si tu pourrais partager avec tes amis dans ta communauté, faites-le. Le deuxième step à ça, c'est commencer à créer des Reels, les publier sur les médias sociaux, voir comment ça lève. Et ensuite, si tu vois que tout fonctionne, tu peux mettre des ads payantes sur tes Reels, faire tourner le tout. Là. Ouais, 100%. Une chose à la fois. Puis... Mais si ton organique ne fonctionne pas, là, c'est ça. Investis pas des milliers de dollars en caméra, puis en studio, puis en ci, puis en ça. Ouais, c'est ça. Ou essaye pas de te donner une vie peut-être aussi qui donne l'impression que ça marche. Oui, exact. Ça, c'est tellement d'énergie mise à mauvaise place. T'sais. Puis finalement, tu le sais que ça devient pas véridique, puis que ça, que c'est pas la vraie transparence, puis que ça vient pas de l'honnêteté. Mais ça marchait avant, le fake it till you make it. Mais là, je pense que maintenant, c'est fini. Ouais, c'est ça, c'est fini. On passe à autre chose. Maintenant, what's next? On s'en va vers la fin, le temps passe. What's next pour un peu tout? En général, je sais que tu en as beaucoup, puis ça travaille fort derrière les rideaux, puis en amont des rideaux. What's next pour les prochaines années? Où tu te vois dans quelques années? Sur quoi sur quoi tu travailles, dans le fond, en ce moment, je sais, le podcast, tout ça, mais vers où tu veux t'en aller, vers quoi tu veux mettre de l'avant dans les prochaines années? Avoir de l'impact. Okay. Que ce soit via mon équipe, que ce soit via des projets d'affaires, mais surtout via le podcast. Je pense que c'est ça qui me permet d'avoir le plus d'impact direct. Fait que j'aimerais ça éventuellement peut-être sortir des masterminds, des groupes d'affaires, peut-être un peu plus privés, un peu plus premium, mais aussi offrir des produits à différents amalgames d'entrepreneurs en termes de revenus, parce que tu peux pas mettre tout le monde dans le même groupe. Fait que quelqu'un qui est en start-up ou quelqu'un qui fait 100 ou 200 000 $ par mois ou quelqu'un qui fait 1 million par mois, c'est des conversations qui sont complètement différentes. Donc, j'aimerais ça bâtir des produits pour chacun de ces groupes d'entrepreneurs-là. Évidemment, au début, c'est gratuit ou très peu dispendieux. Et focusser sur mon impact et mon bonheur personnel. Fait que mon impact en affaires, via Believe, ça veut dire quoi? Ça veut dire de continuer d'engager du talent de qualité parce qu'au volume d'affaires qu'on fait actuellement, notre seule façon de grossir, c'est réellement l'acquisition de talent. Et ensuite, de faire fleurir ce talent-là à l'interne. Donc, de moi développer en tant que leader et donc d'avoir de l'impact avec de l'équipe, plus que d'avoir de l'impact dans certains projets X de l'entreprise où là, mon focus était réellement dans les 6 dernières années. Là, on dirait que qu'est-ce que je veux faire, c'est mettre du bon monde en place, avoir de l'impact sur eux pour qu'eux aient de l'impact sur les projets. Fait que, mon podcast, c'est ça aussi, c'est que je parle de cette évolution-là en tant que personne parce que c'est fascinant l'entrepreneuriat. C'est pas comme tu commences à jouer au hockey, puis après ça, tu joues dans une meilleure ligue de hockey. C'est tu joues au hockey, puis à un moment donné, il faut que tu commences à jouer au football, puis à un moment donné, tu fais de l'escalade, puis à un moment donné, là, t'es comme, je fais du yoga, man, c'est quoi le rapport? Puis là, tu recommences à jouer au hockey, mais dans une meilleure ligue. Tu sais, c'est fucked up, man. Ouais, c'est ça, l'entrepreneuriat. Ouais. Puis, c'est des sprints à travers un marathon. C'est un sport infini, mais c'est magnifique. Moi, je suis vraiment en amour avec ça, l'entrepreneuriat, puis les affaires. J'aime vraiment ça, puis je suis réellement heureux que ça a été ça, finalement, ma destinée. Pourquoi? Parce qu'on peut jouer jusqu'à temps qu'on a 100 ans. Ben oui, ça n'arrête pas. Puis je pense que ça se transparaît vraiment dans ton énergie, puis dans je vais dire les events, parce que les events paraissent un peu, mais ça paraît vraiment dans le sang d'entrepreneur. Puis je pose une question à tous les guests que je reçois sur mon podcast, qui est le podcast Hype. Comment tu te définirais, toi, le hype en Julien, en la business, puis tout ça? Qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi le hype pour toi? Est-ce que je comprends pas ce que tu veux dire par le hype? Dans le fond, pour créer du hype. Donc, okay. Pour créer du hype dans... Tu sais, on parle d'avoir de l'engouement, le hype puis tout ça. Qu'est-ce que tu dirais qui est un bon point pour créer du hype ou qui a marché pour vous de créer du hype? Je veux dire, le journal d'entrepreneur en ce moment, ça a du hype dans le tapis, on s'entend. Believe également. Qu'est-ce que tu dirais qui est pour toi une recette pour créer du hype?
Un client à fois. Un client à fois. Si je pouvais juste laisser un message sur la table, ce serait ça. Ouais. Si tu me disais, mettons, c'est quoi ton seul message, c'est un client à la fois. Moi, je pense que j'aimerais vraiment, plus je parle, puis plus je fais d'entrevues, puis plus je fais de podcasts, plus que je me rends compte que je tourne vraiment autour d'une chose. Puis c'est que si t'es pas capable de transformer tes clients en ambassadeurs ou tes auditeurs en ambassadeurs, tu tiens rien, réellement. Ce qu'il y a, c'est que c'est une recette que vous avez développée, mais que vous avez appliquée. C'est ça qui se passe dans votre communauté. C'est tellement beau de voir quelqu'un qui en parle, mais que c'est une réalité dans le monde physique actuel en ce moment. C'est pas un rêve de... C'est quelque chose que vous avez pensé, que vous avez vraiment transpiré en tant que valeur, puis ça se fait dans votre communauté, puis pour ça... Ça fonctionne dans tout, man. C'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Tu sais, même quand tu rencontres du monde dans la vie, là, au personnel, là, pas en affaires, est-ce que cette personne-là pourrait être un ambassadeur de ma personne, dans le sens que, est-ce que chaque fois que quelqu'un me croise, je dis, Chris, OK, il est nice, lui. Tu sais. Ouais, t'es bien. Toujours avoir ce mindset-là d'une personne à la fois. Là. Ben oui. Tu ne comprends pas toujours, évidemment. Là. Non, mais on comprend le message, dans le fond. Mais à travers. Tu sais, il faut que tu swings du mieux que tu peux à toutes les fois. Là. Malade. Le temps passe vite. Je le fais, mais avec le plus grand des plaisirs. Je veux t'honorer, Julien. Merci tellement de, un, ton temps, deuxièmement, d'avoir dit oui, puis trois, du knowledge que tu partages. Pour moi, c'est tellement important d'avoir des entrepreneurs qui ont une histoire à partager, qui ont traversé tellement de choses, puis je le sais. Allez voir YouTube, allez voir Balado, Spotify, allez suivre, subscribe, laissez un review également à Julien. N'oubliez pas de subscribe également ici au channel puis de laisser un review. Merci tellement, je te souhaite de continuer sur la lancée que t'es, Julien, à toute ta belle équipe aussi que vous avez, de continuer comme ça. Merci encore de ton temps, j'apprécie énormément pour tout ça, puis je vais te souhaiter le meilleur des succès que tu désires, mais que tu attires également à travers les prochaines années. Merci à tout le monde d'avoir écouté. On se voit dans un prochain épisode. Puis n'oubliez pas, subscribe, laissez-nous un commentaire. Laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de ces bombes aujourd'hui sur le podcast. Merci encore une fois, Julien. Merci, Colo. Yes. Pile, 9h59, let's go!